Bonsoir à tous, bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Frédéric Vim pour une conférence sur le thème Dissoudre les voiles de l'ego pour se connecter au monde vibratoire. Cette conférence vous permettra de prendre conscience de l'espace de sa réalité pour apaiser ses souffrances, comprendre la dualité pour aller vers l'apaisement, se connecter à la voix du cœur pour retrouver l'enthousiasme, accueillir le monde vibratoire pour développer son intuition et s'apporter de la joie au quotidien. Frédéric, je te laisse démarrer ta conférence quand tu le souhaites. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Et avant de commencer la conférence, je vais vous lire quelques lignes, un petit poème que j'ai écrit il y a quelques minutes, parce que j'estime que la poésie, c'est le langage du cœur, et c'est toujours bien d'ouvrir l'espace du cœur avant de se connecter à l'intellect. Ce poème s'appelle Ego. Créateur de toutes les illusions, destructeur de l'espace-cœur, tu es l'ennemi à toute heure, le miroir de l'esprit en fusion. Aveuglé par ta densité, la nature est déstabilisée. Dans ton plaidoyer inutile, tu n'es qu'un outil futile. Tu essayes de te rattacher à la raison pour contrôler les filaments de la conscience avec beaucoup d'insouciance. Ta voilure transparente enveloppe inconsciente sur un radeau en perdition comme un volcan en éruption. Ego. Tu n'es qu'un mot, un concept, un tableau. Dans ton décor assombrit la négligence de la vie. Alors ta contraction se révèle à l'unisson. Tu perds de ta puissance, sans toi, la délivrance. Très beau. Merci. De rien. Voilà donc cette thématique, ce soir, dissoudre les voiles de l'ego pour se connecter au monde vibratoire. Alors, je vais introduire la notion d'ego avec une citation de Svani Prajnampad. L'ego est la cristallisation de l'idée de stabilité et de fixité qui n'existe pas, parce que tout s'écoule sans cesse. Vous êtes changement constant, changement seulement. Mais qui suis-je? Simplement un courant qui passe, une forme parmi une infinité de formes. Une forme qui suit son parcours, celui de l'existence. Effectivement, cette thématique de l'ego me tient beaucoup à cœur parce qu'elle génère nos souffrances, principalement nos contractions au quotidien. Et la prise de conscience de ce moi-je illusoire, bien sûr, créateur de l'esprit, dès tout petit, nous empêche de nous réaliser à travers une nature différente de celle conçue par ce moi. Il est bon déjà dans un premier temps de se connecter à l'espace de sa réalité. Prendre conscience de ce moi qui crée son propre environnement. Ce moi est créateur de ses souffrances. Il est responsable de ses souffrances. C'est un processus d'apprentissage pour arriver à concevoir, à se connecter à cela. Mais il est quelque part très, très important d'avoir ce toucher tactile avec cet ego pour pouvoir se révéler et surtout se libérer de ses contractions. Alors, pour se libérer de ces contractions, il est avant tout important de pouvoir les accueillir. Dans notre vie très particulière, nous avons l'habitude de nous identifier aux objets extérieurs, donc parce que nous sommes conditionnés par nos sens, donc nous nous identifions à travers nos sens à tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et à partir de cette identification, l'attachement se crée. C'est cet attachement qui est également source de souffrance. Alors tout d'abord, l'attachement à ce moi. Parce que dès tout petit, on m'a dit « je suis un homme ». On m'a donné un nom, je m'appelle Frédéric.
Et petit à petit, je me suis identifié par rapport à toute cette structure que l'on m'a imposée à l'école, l'éducation à la maison, puis ensuite le travail, la profession. Et toute cette identification m'a amené tout un tas d'attachements et de contractions. Alors, comme le dit la citation, mais qui suis-je dans tout ça? Parce que tout est changement permanent. Comment je peux me libérer d'un processus d'identification et d'attachement, donc me libérer de mes contractions et de mes souffrances, si je ne remonte pas à la source de cette équation qui est le moi, qui est l'ego? Donc là, je me situe dans une conception très laïque pour pouvoir expliquer cela. Donc je pars de l'ego, je pars du moi, de la forme grossière, de ma forme grossière qui est moi, je. Alors j'accueille et j'apprends à accueillir. Pour apprendre à accueillir, je vais déjà me connecter à la bienveillance. Tout d'abord, la bienveillance envers moi-même. Pourquoi? Parce que je vais comprendre petit à petit, plus je vais être dans le contact avec ce moi, plus je vais être dans le contact avec mes contractions, effectivement, plus je vais avoir affaire à des sensations désagréables, mais aussi des sensations agréables. C'est dans ce contact-là que je vais pouvoir me révéler. Donc j'accueille. J'accueille ce qui se passe lorsque j'ai une contraction. Plutôt que de subir la contraction, non, je vais mettre mon amour dedans, je vais l'accueillir comme lorsque j'accueille un enfant qui est dans une colère. Et plutôt que de surenchérir la colère par de la colère, avec ma propre colère, mon impatience, parce que à ce moment précis, mon moi a décidé d'avoir du calme, ben, au contraire, je vais accueillir cela. Pour pouvoir accueillir, il est bon déjà d'être connecté au calme intérieur. Alors vous voyez, c'est un processus qui agit sur différents plans, qui se manifeste sur différents plans. Il y a le moi et il y a le reste du monde. Ce qu'il y a à l'extérieur de l'ego, à l'extérieur du moi. Ce concept-là est un concept de dualité. Et je peux comprendre que le moi-je est complètement duel avec le reste du monde puisque je crée l'espace de ma réalité. Donc, dans cet espace de réalité, dans cette bulle individuelle, il y a tout mon système de croyances, mon système de valeurs, il y a mes peurs, mes projections, mon passé, mes expériences. Il y a tout ce système de causalité qui m'amène à être ce que je suis, mais surtout à me détacher du reste du monde. Et la souffrance, elle est là. Le processus de souffrance à partir de la naissance et à travers le déroulement de la vie, de la vieillesse, de la mort, nous amène dans toutes ces étapes, dans tous ces changements, tout un tas de contractions. Parce que je conçois mon existence d'un point de vue duel, je crée de la contraction et de la souffrance. Alors maintenant, comment réussir à nourrir cette bienveillance qui va amener à une foi, une forme de foi, dont j'en parlerai après, et qui amènera à l'enthousiasme et en fait à un art de vivre qui sera un processus de cessation des souffrances. Alors tout d'abord, il y a un élan du cœur. Il y a une spontanéité, un élan du cœur d'aller vers cette introspection, d'aller vers cette connexion. Et là, c'est intéressant, je dis toujours à mes élèves, s'il y a bien deux personnages à incarner, c'est le chercheur et l'aventurier. Parce que le chercheur,
chercheur, lui, le scientifique, celui qui cherche, déjà, il ne porte aucun jugement sur les travaux de ses recherches, sur les résultats de ses recherches, parce que toute expérience a pour nature l'expérience elle-même. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, l'expérience. Elle vous enseigne quelque chose. Donc, quel que soit le résultat va vous enseigner quelque chose. Et puis l'aventurier, parce que l'aventurier, lorsqu'il va découvrir des contrées lointaines, il met ses peurs de côté et il part à l'aventure avec son sac, son baluchon sur le dos. Et donc ces deux personnages-là sont très complémentaires. Parce que pour partir dans une introspection à la quête de cet ego et à la dissolution de cet ego, on dit on va dissoudre l'ego comme le sel se dissout dans la mer. Il est là. J'apprends, je l'apprends. J'apprends à concevoir ses limites. J'apprends à concevoir sa densité. J'apprends à concevoir là où il m'amène, à travers les afflictions mentales, à travers des facteurs positifs aussi, à travers des moments de joie, à travers des moments de douleur, de souffrance. J'apprends tout de lui. Donc ce n'est pas à travers une thérapie analytique, non, c'est à partir de l'instant présent, dans le ici et maintenant, que je me mets à accueillir cet ego, sans aucun jugement. Je suis ce que je suis ici et maintenant. Et parce qu'il n'y a aucun jugement, je suis dans la bienveillance. Imaginez un petit peu, et je pense que nous avons tous vécu ce genre d'expérience-là, imaginez si nous étions tout le temps dans la malveillance, envers nous-mêmes, donc envers les autres aussi, puisque chacun est le miroir de l'autre, chacun se révèle à travers l'autre. Ce serait terrible. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de nourrir du négativisme tous les jours, quelle que soit sa forme, subtile ou grossière. Et en fait, on se fait du mal. Donc, l'énergie que notre mental dispense à se faire du mal, je suis capable de prendre la décision de mettre mon énergie dans ce qui va me faire du bien. Et pour cela, ça demande un élan du cœur, une prise de conscience de départ, une propulsion, une énergie qui va vous permettre de décoller. Volontairement, ce soir, je n'irai pas explorer la source de cette énergie, et forcément il y a une source à cette énergie car tout est causal, la cause et la conséquence, et que chacune de nos actions est le fruit et la conséquence d'une action. Donc il n'y a rien qui arrive là, maintenant, ici, par hasard. Et donc à partir de cette spontanéité, à partir de cet élan du cœur, à l'aide d'enseignements, à l'aide de pratiques, je vais me connecter à cette voix du cœur, je vais me connecter à cette bienveillance. Pourquoi dissoudre les voiles de l'ego? Parce que derrière ce moi-je, il y a tout un univers vibratoire qui se manifeste, qui est. Un plan subtil, imaginez cela, une réalité absolue, qui est là maintenant, au même moment où on vit notre réalité grossière, notre ego, et qui se situe, voilà, ici, dans l'espace-temps. Il est difficile de s'y connecter comme ça, surtout pas avec un moi-je. Donc, je vais commencer progressivement mon étude par pratiquer également la méditation. La méditation va devenir la clé de voûte de mon introspection. Il est extrêmement difficile de pratiquer
ces méditations, si c'est un effort. On m'a dit de faire, alors je fais. Alors ça va durer un certain temps, puis un jour, il y a moins d'engouement. Allez, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Voilà, l'ego, déjà, il se manifeste. Et donc, l'esprit étant agité par nature, enfin pas par nature, pardon, dans cet esprit grossier, l'esprit étant agité, il va sauter son tour et puis il va reporter, il va procrastiner, puisque la paresse est une des afflictions mentales, et donc difficile de mettre en place une introspection saine dans ces cas-là. Alors pourquoi la méditation est-elle si importante? Elle est importante parce qu'elle va vous développer un état de concentration. Elle est importante parce qu'à travers cet état de concentration, vous allez pouvoir vous concentrer, donc cette enveloppe de concentration dans laquelle vous allez baigner après peut-être des années de pratique, va vous permettre justement d'accéder à cet espace de calme intérieur. Alors, il y a deux actions qui sont intéressantes. La première, c'est la concentration. Comment je peux développer des vertus, notamment la joie, alors pas la joie circonstancielle, on y reviendra, mais une joie innée. Comment je peux me concentrer sur cette vertu si mon esprit est agité, il part dans tous les sens parce qu'il est happé par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il goûte, etc. C'est pas possible. Donc la concentration va me permettre d'aller porter mon attention sur un objet précis et de le tenir, de tenir mon attention dessus. Et en plus, la pratique de la méditation va vous amener des empreintes positives au niveau de l'esprit et des empreintes de calme notamment qui sont réparatrices à la fois pour le psychisme mais pour le corps également. Puisqu'aujourd'hui la science elle a clairement validé les effets de somatisation. Et donc, la méditation, va calmer tout cela. Donc, je peux concevoir, à l'aide d'un enseignant, que la méditation, qui est une approche aussi très graduelle, donc d'abord qui commence par la silencieuse, puis différents états de vigilance, celle de l'instant présent, celle du silence dans l'instant présent, la vigilance sur le souffle. Enfin, ça va dépendre après des courants que vous allez expérimenter. Mais ça vous amène justement à cet état de concentration. Donc c'est intéressant parce que cela va vous mettre de l'espace, du calme à l'intérieur. À partir de là, les enseignements ensuite derrière vont permettre, comme une nourriture que vous ingérez, de revisiter votre mode de pensée, votre espace de la réalité. Donc tout d'abord, comprendre cet ego, comprendre ce concept de dualité, comprendre ce concept de causalité, la cause et la conséquence qui devient la cause, qui amène une nouvelle conséquence, etc. Comprendre également quelque chose de très important qui est l'impermanence. Et oui, parce que tout est cyclique. L'impermanence, c'est un triptyque qui est la naissance, le maintien et la mort. Ou le début, le maintien et la fin, comme vous voulez. Et ça, nous ne pouvons y échapper, car tout, absolument tout, est impermanent. Et lorsqu'on arrive à ce chapitre de l'impermanence, c'est une réelle prise de conscience sur sa propre existence conditionnée. Parce qu'à ce moment précis, alors que l'ego cristallise, ça c'est la citation de départ, l'ego est la cristallisation de l'idée de stabilité, de fixité, qui n'existe pas, parce que tout s'écoule sans cesse, tout est changement et changement seulement.
Lorsque je pratique tous les jours l'impermanence en conscience, je vais pouvoir donner à mon esprit des nouvelles données sur le concept de la mort. Parce qu'effectivement, dans ma codification initiale, dès la naissance, c'est parce qu'il y a naissance qu'il y a la mort. C'est parce qu'il y a la naissance qu'il y a la maladie, la vieillesse, la mort, la souffrance. L'ego, lui, ne veut pas ça. Alors ça, on le sait parce que c'est inscrit dans notre ADN. Alors qu'est-ce qui fait souffrir? C'est pas la mort en elle-même qui fait souffrir. C'est le lien d'attachement. C'est l'attachement qui fait souffrir. Vous êtes devant votre poste de télévision, par exemple, à 13h, vous regardez le journal à la télé, vous êtes en train de manger votre repas, c'est agréable, et là, voilà les informations, et il y a un attentat dans un pays, voilà, l'Extrême-Orient, tant de morts, de blessés, etc. Puis vous regardez ça, habitué à voir ça à la télévision un peu tous les jours, et vous continuez à manger. C'est triste. Oui, il s'est passé ça. Ah oui, ça va pas bien le monde. Hein. Ça, le Covid, alors ça crée des empreintes, mais ça vous empêche pas de finir votre repas. Par contre, lorsque c'est quelqu'un qui est proche ou moins proche, que vous connaissez, tout de suite, le lien d'attachement, il vient vous percuter de plein fouet. Donc, dans le premier cas, il y a une absence totale de compassion. Et dans le deuxième cas, il y a une vraie manifestation de l'ego à travers le lien d'attachement. En plus, cela peut créer des projections puisque la mort d'autrui nous ramène à notre propre mort. Et donc, voilà, c'est un peu le moi qui est triste parce qu'il ne va peut-être plus recevoir l'amour de cette personne, ou je ne vais plus peut-être pouvoir le lui en donner, ça ou autre chose. Donc l'ego, il est pleinement touché parce qu'il y a ce lien d'attachement. Donc ce n'est pas la mort en elle-même, puisque la mort, on sait qu'il y a la mort. Mais c'est toujours le lien d'attachement. Que ce soit pour elle, que ce soit pour une personne, pour un objet, pour une pensée. Vous voyez, quand les gens discutent et que la discussion commence à monter, à s'animer, la colère, non, moi j'ai raison, non, toi t'as tort. Et ça crée de l'aversion, des distorsions. Pourquoi? Parce qu'il y a l'attachement à ses pensées, l'attachement à son ego. Et tout ceci amène de la contraction et de la souffrance. Tout ceci empêche la joie de se manifester, alors que on peut très bien s'exprimer en apprenant à écouter l'autre. On est chacun dans notre espace de réalité, on est chacun dans sa bulle. Donc chacun a raison de dire ce qu'il a expérimenté, chacun a le droit de penser ce qu'il pense. C'est pas c'est bien ou c'est pas bien. N'oubliez pas, le chercheur et l'aventurier, vous voyez, tout commence à se regrouper. Donc il n'y a pas de jugement à porter sur ce que dit l'un ou sur ce que dit l'autre. Il y a une écoute bienveillante à manifester. Et lorsque c'est mon tour de parler, je vais moi aussi me manifester avec joie, bienveillance, en remerciant la personne qui s'est manifestée avant moi, et peut-être j'ai appris quelque chose. Donc, vous voyez que l'attachement, il est à tous les niveaux. Et l'attachement est souffrance. Donc, c'est un processus qui est difficile d'entrée de jeu, de dire je rentre en introspection, une introspection de qualité, une introspection qui va pas durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est à partir de cette prise de conscience, et là, jusque
jusqu'au moment de ma mort physique. Parce que tout est changement. Donc je réactualise à chaque instant. Tout se manifeste dans le ici et maintenant. Il n'y a pas de passé, puisque le passé est déjà passé, il n'existe plus. Il n'y a pas de futur, puisque c'est une projection. Et le moment présent est déjà passé. Donc on ne peut pas le prendre. Donc il n'y a que le ici et maintenant, dans cette spontanéité, dans cet élan du cœur, où je suis. Donc, à l'instant, je vous disais comment pratiquer tous les jours cette impermanence. Donc c'est intéressant, lorsque j'ai ma tasse avec ma tisane, par exemple, je viens de me servir ma tasse avec ma tisane, et puis là, je commence à boire ma tisane. Donc ça, c'est la naissance, c'est le commencement. Je bois ma tisane, c'est le maintien, et j'arrive à la fin de ma tasse, c'est la fin. Et je vais pouvoir expérimenter comme ça sur des actions grossières, cette notion d'impermanence, jusqu'à ce qu'elle se révèle sur des plans plus subtils. Une autre notion qui est aussi très très importante dans cette introspection, et pour dissoudre les voiles de l'ego, c'est notamment, et à mon sens c'est le plus important, c'est notamment la connexion à l'interdépendance. L'interdépendance qui est le tout, qui est ce champ de la conscience, et où tout est déjà là. Il n'y a rien que l'on puisse créer, tout est déjà inscrit dans ce champ de la conscience. Alors, l'interdépendance. Nous ne pouvons, sauf dans notre esprit grossier, sauf dans notre ego, concevoir ce corps comme étant un objet qui est inné, qui est inhérent, qui est là, comme ça, qui est tombé là, voilà, et qui existe tout seul. Pareil pour la table, pareil pour l'arbre. Nous sommes tous le fruit de cette interdépendance. Dans notre système solaire, je prends juste notre système solaire, il y a le Soleil, la Lune, Pluton, Mars, Vénus, etc. Et puis la Terre. Et tous ces beaux éléments-là, ils sont en interaction avec le monde organique sur notre planète. Donc la feuille de papier que vous avez devant vous, elle est déjà en conscience, parce que sans le soleil, sans la pluie, sans les arbres, sans le blé qui a nourri le bûcheron qui a coupé l'arbre, sans le menuisier, sans le pain qui a nourri le menuisier, les parents qui ont créé, qui ont conçu ce bébé qui est devenu menuisier, charpentier, etc. Sans l'usine, sans la fabrique de papier, sans le vendeur, le libraire, etc., etc. Imaginez tout ça. Et vous pouvez concevoir que tout l'univers est en conscience dans cette feuille de papier. Et ça, c'est déjà intéressant pour cette dissolution de l'ego, de pouvoir concevoir que le moi tout seul, unique, comme je disais en introduction, il n'existe pas. Ce n'est pas possible. On est tous interdépendants, mais pas que nous tous les humains entre humains. Non. Avec tous les êtres vivants, avec tous les êtres organiques, avec la totalité. Nous venons, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'années, d'une matière qui était que de la particule spatiale. Et aujourd'hui, nous parlons à des écrans, voilà. Et ça se fait. Alors, essayez de concevoir un petit peu comment tout cela évolue, comment tout cela se manifeste. Il y a quelque chose de magique dans ce phénomène, qui est extraordinaire.
Dans un proverbe shivaïste, dans le shivaïsme cachemérien, on dit que derrière chaque drame se cache la joie. Donc dans ces philosophies non duelles, qui sont riches d'enseignements, essayez de concevoir que lorsque vous vivez un drame, derrière se cache la joie. Et que le drame n'est juste que la manifestation de votre contraction, de votre ego, qui s'exprime là, à l'instant présent, à travers la colère ou la haine, la jalousie, ce que vous voulez. Si j'arrive à ce moment précis à me focaliser sur le tout, la totalité, je n'ai plus aucune raison d'être en colère. Donc progressivement, je vais réussir, comme une gymnastique, avec la méditation d'un côté, qui m'amène du calme et de la concentration, des enseignements de l'autre, qui m'amène de la nourriture, je vais progressivement aller vers une écologie du cœur. Pour moi, c'est l'écologie du cœur. La planète, elle respire, elle vit, et elle le faisait déjà des milliards d'années avant que l'humain soit sur Terre. Et elle le fera encore. Si je souhaite développer une écologie pour ma planète, je dois d'abord commencer par cette écologie du cœur. Parce que je vais développer cette bienveillance avec moi-même, donc cette bienveillance avec les autres, tout naturellement cette bienveillance pour la totalité. Et là, on arrive progressivement, tout doucement, à force de dissoudre ce moi, de le comprendre, de comprendre les manifestations de l'esprit. Il y a une définition bouddhistique qui est très intéressante de l'esprit. L'esprit est une suite de moments de conscience. Et chaque moment de conscience, si on dissèque tout ça au microscope, n'est que clarté et connaissance. Ils expliquent cela très bien dans cette magnifique science. Donc que la nature de l'esprit, et comme elle est liée directement à un continuum d'action et de réaction, en fait, l'esprit n'a ni commencement ni fin. Et donc, comme l'esprit est complètement relié à ce champ de conscience, à l'univers tout entier, l'univers n'a ni commencement ni fin. Et donc, je vais pouvoir, comme ça, concevoir de me libérer des voiles de l'illusion et me connecter à ce champ d'intuition, à un champ vibratoire qui se cache derrière les voiles de l'illusion, les voiles de l'ego. Alors, je vais de dire spontanément les voiles de l'illusion. Oui, parce que, par définition, l'ego n'existe pas de façon inhérente dans l'esprit. C'est une illusion de l'esprit. Alors, on va pas en faire la démonstration ce soir, mais on peut concevoir que l'ego n'est ni dans l'organe mental, ni dans le corps. Donc c'est une totale illusion, ce moi, Frédéric, comme si l'arbre qui poussait dans la nature, il s'appelait, je sais pas comment, Étienne. Non. Déjà on lui a donné un nom, arbre, puis l'humain lui a donné encore des spécificités. Bah toi tu seras sapin, toi tu seras un saule pleureur, toi tu seras un palmier. Parce que notre esprit doit tout nominer, donner des noms, des formes. Il doit être rationnel, notre esprit. Donc forcément, il y a des guerres. Forcément, il y a tout un tas de souffrances sur notre planète. Parce que notre esprit est très complexe.
Donc l'ego étant une illusion, tout ce qui va sortir tout ce qui passe par le filtre de l'ego va être notamment aussi des illusions. Donc l'espace de sa réalité, qui nous appartient, donc d'un point de vue grossier, j'ai le droit fondamentalement de dire cela, de penser cela ou de faire cela, de mon point de vue, du point de vue individuel. En PNL, dans le process neurolinguistique, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend que la carte n'est pas le territoire. D'un point de vue bouddhistique, qu'est-ce qu'on vous exprime? Que la réalité grossière n'a rien à voir avec la réalité absolue. Donc la réalité relative n'a rien à voir avec la réalité absolue. Donc notre propre bulle n'est pas le reflet de la réalité. Parce qu'il y a des filtres de l'ego, justement, qui viennent perturber et qui viennent conditionner ces manifestations. Alors, j'arrive à une conclusion dans cette dualité. Je suis responsable de mes souffrances. Et là, je mets tout de suite une parenthèse, parce que souvent j'ai eu des questions, oui, mais la jeune femme qui se fait agresser, violer, le jeune homme qui se fait poignarder, il n'est pas responsable de ça. Mais non, et c'est tout à fait juste. Par contre, là, en termes de responsabilité émotionnelle, ce qu'il en fera de ça, c'est sa responsabilité. Donc, lorsque vous recevez de la part d'une personne aimante, par exemple, le conjoint, la conjointe, la réflexion qui ne fait pas plaisir, forcément, alors déjà, il y a une réflexion qui ne fait pas plaisir, donc il y a l'ego de l'autre qui se manifeste et qui fait miroir à votre ego. Et là, c'est la guerre des égos, c'est la bataille, c'est le combat de coq qui commence. Et donc forcément là, comme je ne suis pas dans l'accueil, mais au contraire dans la rébellion, puisque je me fais attaquer, je vais répondre. Et là, c'est la cascade qui se met en place, l'enchaînement. Et donc ça devient de la violence et de la contraction. Donc c'est là où ça va être intéressant. Et maintenant, vous commencez à tout regrouper, toutes les informations que je vous ai données très rapidement, à regrouper à la base cet élan du cœur à travers cette bienveillance. À partir du moment où je suis celui qui sait, parce que je pratique, parce que j'étudie, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai cet élan du cœur pour aller vers cette joie, vers cette connexion à ce qui est agréable, positif. Lorsque mon conjoint ou ma conjointe, qui elle ou il n'étudie pas forcément et ne pratique pas, va arriver avec son ego pour me dire quelque chose d'un peu virulent, tout de suite, tac, réflexe. Ah non, je suis dans l'accueil et la bienveillance. Et j'accueille la contraction. J'accueille sa contraction. Et parce que je vais être, moi, dans le calme déjà, parce que j'aurais fait ma méditation, parce que, voilà, pour tout ce que je viens de vous dire, je vais pouvoir accueillir l'autre. Et par résonance, l'autre va, petit à petit, se calmer et changer son comportement. Parce qu'on ne change pas les gens. Ça sert à rien de lui dire, oh, t'as vu là, ouais, t'es pas cool. Non. C'est parce que je vais être dans cette pratique personnelle, parce que c'est mon choix de vie, que par résonance, mon entourage va pouvoir en profiter. Parce que derrière les voiles de l'ego, il y a tout un monde de résonance qui est juste extraordinaire. Si cette connexion passe par le biais de l'amour inconditionnel, c'est juste formidable. C'est un cadeau que l'on fait à l'humanité. Donc je ne suis pas là pour juste m'éveiller et laisser le reste tel qu'il est, non. Non seulement je m'éveille, je me nourris, mais dans mes souhaits les plus profonds, c'est aussi pour que le reste de l'humanité puisse aussi se nourrir de cela. Et plus je vais comme ça me libérer, plus je vais développer cette vibration de cœur, cette intuition, plus je vais être connecté aux autres, plus je vais pouvoir les aider, plus le fait de les aider, je vais aussi pouvoir m'aider moi-même. Et là, on est dans
la spirale vertueuse. Et petit à petit, passent les mois, passent les années de pratique, je me rends compte que je suis de plus en plus dans la joie du matin au soir, parce que je me nourris d'actions, de pensées positives, de pensées vertueuses, et que c'est une nourriture juste extraordinaire que je peux offrir aussi à mes enfants, que je peux offrir aux gens que j'aime, à ceux que je ne connais pas. C'est un doux partage. On peut ne pas être d'accord avec ça. C'est pas très important. Ce qui est important, Albert Einstein le disait très bien, la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste n'est que de l'information. Dans les enseignements de Bouddha aussi, on retrouve ça. Faites et allez là où c'est bon pour vous d'aller. Expérimentez, ne croyez pas ce que je vous dis. Nous sommes absolument pas là dans un concept de croyance. Il n'y a pas d'espoir à projeter sur quelque chose. Il y a juste l'intention. L'intention de départ en tant que source, en tant qu'élan du cœur, et l'intention de chacune de mes actions. Et si je porte une intention de cœur à chacune de mes actions, regardez un petit peu comme la fleur peut s'épanouir, elle va s'ouvrir. Donc tout ceci est quelque part le sens de l'existence, lié à la nature propre de cette réalité qui nous entoure, dans laquelle on baigne, qui est ce champ de la conscience, qui est l'univers tout entier. Seul notre ego a transformé tout cela. Donc en fait, on s'aperçoit depuis toujours qu'on nourrit deux choses essentielles. Le négativisme dans la recherche du confort. Parce que je suis dans la recherche du confort, je ne pourrai jamais trouver ma joie et mon bonheur. Et tout ceci, vous allez devoir un petit peu le concevoir, non pas forcément tout de suite l'expérimenter, parce que le but c'est pas d'aller vivre en ermite, il y aura d'autres problématiques, même dans l'inconfort, mais à travers le contentement, savoir se contenter, ça aussi c'est une belle qualité, et surtout comprendre la mécanique interne de cette notion de confort. Il y a juste à regarder l'évolution de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, toujours dans cette recherche du confort. Et l'esprit, l'ego, plus particulièrement l'ego, n'aime pas l'inconfort. Il n'aime pas être dérangé, il n'aime pas être bousculé, il aime bien tout décider, surtout tout contrôler. La racine de toute cette souffrance, ça restera à jamais l'ignorance. L'ignorance de tous ces mécanismes. Lorsque vous êtes dans le contrôle, vous passez à côté de quelque chose de très beau. Tout se révèle dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, mais surtout dans le silence, dans ce vide qu'on va appeler le silence intérieur. Et tout va se révéler ici. Et ici, là, à l'instant, dans ce silence, il y a juste cette vibration qui émane et qui est très belle. Ça vous amène au lâcher-prise. Parce que tout est causalité. C'est pas parce que je vais essayer de contrôler quelque chose. De toute façon, comme il est dit dans le Vedanta, la flèche est déjà dans la cible. Donc parce que tout est causal, cause-conséquence. Alors le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est une qualité de cœur extraordinaire. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je dois faire, mais pas avec derrière une sensation liée à l'ego de contrôle, de dominante, de domination. Non, au contraire, je vais faire les choses en me connectant au tout. Et est-ce que
mes actions vont apporter à autrui? Ou est-ce que tout ce que je fais là, je le fais juste pour moi, individuellement, égoïstement? Parce que la thématique, c'est quand même dissoudre les voiles de l'ego pour se connecter à ce monde vibratoire, mais à cette vibration d'amour, de joie, de bonheur. Puisque par essence, l'humain est en quête de ce bonheur. Donc là, j'ai fait un petit circuit très rapide, hein, pour vous présenter un petit peu où est-ce que l'introspection devrait, dans l'absolu, devrait être faite pour justement se libérer de ces voiles de l'ego et d'aller vers cette cessation progressive, graduelle, en tout cas cette dissolution de l'ego pour aller vers la cessation des souffrances. Parce que si mon esprit est capable de concevoir des souffrances, il est capable de concevoir de la non-souffrance, donc de la joie. Donc comprenez que s'il n'y avait pas cette illusion de l'ego, je serais pleinement connecté à cette joie. Puisque sans cette notion d'identification, de nom et de forme, donc de moi, d'illusion de ce moi qui existe, il y aurait le vide derrière. Donc en fait, je ne serai jamais contracté. Dans l'enseignement bouddhiste, ils appellent cela la vacuité. C'est intéressant d'aller étudier ça plus tard et d'essayer de le concevoir pour pouvoir revenir à la source de ce moi et concevoir que au-delà de ça, et ça c'est, vous pouvez faire l'expérience de cela dans des étapes poussées de méditation. Donc, vous voyez comme c'est intéressant de revenir à cette fameuse phrase « je suis responsable de mes souffrances », puisque je suis capable de me les créer, mes souffrances. Et tant que je suis dans la dualité, mon ego va concevoir que ma souffrance, c'est la faute de l'autre. Ma colère, c'est toi qui me l'as créée parce que tu m'as dit telle chose, t'arrêtes pas de me mettre en colère. Non, c'est en fait mon moi intérieur qui est dérangé et qui est dans une peur à l'intérieur, une faiblesse parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer avec calme et sérénité, et surtout parce que il est dans un besoin qui n'est pas assouvi. C'est un peu ça la colère. La colère est le fruit d'un besoin non assouvi, qui découle directement de la peur et de la faiblesse. Et dès que je me mets en colère, dès que je perds ce fameux contrôle, parce que je n'ai pas d'autre façon de faire, de m'exprimer que par la colère. Alors dans des concepts aujourd'hui très modernes de psychologie, etc., on va dire oui, mais c'est très bon d'exprimer la colère. Ça permet de refouler tout ça, de lâcher. Oui, il peut y avoir quelque chose de très bon, mais ceci dit, la colère c'est quand même négatif parce que ça fait du mal à l'autre aussi, et on se fait du mal à soi-même. Et c'est toujours plus agréable de s'exprimer calmement que colériquement. C'est toujours plus agréable de s'exprimer avec un langage de paix, d'amour, de tranquillité qu'un langage violent, avec de l'aversion, de la haine. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que, quelque part, qu'est-ce qu'on nous dit de l'ego? On dit oui, mais l'ego, c'est aussi important dans notre société parce que ça nous permet aussi de nous défendre contre les agressions extérieures. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Jusqu'à ce que l'esprit comprenne, il s'éveille assez pour comprendre qu'il n'y a pas forcément besoin de l'ego pour se défendre du monde extérieur. Mais l'humanité est ainsi faite. Donc là aussi, il y a un accueil à faire de cette humanité. Et ça aussi, c'est important. C'est important de concevoir que la souffrance, elle est par nature, elle est souffrance et elle est partout.
j'ai pu constater dans le monde entier, pour avoir baroudé un peu partout dans le monde, différentes facettes de la souffrance. Qu'est-ce qu'on y peut? Ça fait partie de la structure de l'humain, de son évolution, de sa structure égotique, qui enseigne cela, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et c'est la société qui est créée par nous, hein, qui évolue ainsi. Mais individuellement, nous avons aussi la capacité, dans notre potentialité, puisque nous avons une potentialité, hein, nous avons quand même des limites, heureusement. Donc dans notre potentialité, on va développer telle ou telle qualité, et c'est cette prise de conscience qui va faire que je vais décider de nourrir telle qualité bienveillante, telle qualité de cœur. Je peux passer à côté. Je pense que vous toutes et vous tous ici, déjà, dans ce genre d'association, vous êtes déjà connectés à cet éveil-là. Donc pour vous, ce langage, il vous est sans doute familier. Cette connaissance vous est sans doute familière. Ou pas? Est-ce que la pratique l'est aussi, quotidiennement? Ou pas? Voilà. Est-ce que je suis en présence dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je conçois, dans mes relations avec moi-même, dans mes relations avec autrui? Est-ce que je me pose ce genre de questions ou pas? Ou est-ce que je veux juste exister, être reconnu pour mes qualités? Vous voyez, il y a l'humain dans tout ça. On est incarné dans cette carapace. Il y a un très beau proverbe Tao qui dit je suis un homme libre dans ma carapace. C'est juste extraordinaire de concevoir cela. Voilà. C'est-à-dire que dans cette bulle, dans cette réalité, hein, dans ce moi conditionné, ben, je suis libre d'exprimer, de faire, de tuer, de piller, de donner de l'amour, voilà, toutes ces capacités-là, ce champ d'expérimentation, et on a tout ça en nous. Heureusement que la nature est bien faite et que cet éveil-là, génération après génération, quand même, se développe, et que vous tous, vous êtes aussi porteurs de ces messages, de ces pratiques, et c'est juste magnifique. Voilà. Donc voilà les différents petits points, hein, proposés: prendre conscience de l'espace de sa réalité, prendre conscience de son ego, hein, comprendre la dualité pour aller vers la non-dualité, la non-égoïté. Hein, donc ça, c'est tout un processus, tout ça, hein, à travers notamment l'étude de la méditation. Se connecter à la voix du cœur pour aller rencontrer l'enthousiasme, donc la foi. Alors la foi, c'est vrai que la foi, j'en ai juste parlé rapidement. La foi, je vais vous l'expliquer simplement comme étant un triptyque. Alors c'est un triptyque. La foi, l'objet de ma foi doit être existant, en cours de validité, et il doit m'apporter les fruits nécessaires à ce bien-être, à mes attentes. Alors, pour expliquer cela, une petite métaphore une analogie très simple. Vous prenez une orange, et cette orange, voilà, vous achetez une orange. C'est-à-dire que c'est l'hiver, vous êtes un peu fatigué, et tiens, il me faudrait de la vitamine C, et plutôt que de prendre des pastilles chimiques, je prends une belle orange toute fraîche. Donc en sortant du travail, je vais chez le primeur, et je vais prendre une orange, et le soir, je la pose sur mon plan de travail avec le presse-agrumes, le couteau, et je vais me coucher. Et le lendemain matin, voilà, je me lève très tôt pour faire la méditation, et donc je vais me débarbouiller. Et là, je vais couper mon orange, comme ça, un petit peu, encore un peu dans le brouillard. Je vais couper mon orange, la presser, et spontanément, je vais la boire. Voilà, la foi, elle est là.
La foi, c'est l'absence de doute. Et avoir la foi dans son processus, dans le processus d'étude et dans son processus, c'est l'absence de doute. Et parce qu'il y a absence de doute, il y a clarté. Parce que l'orange, elle était valide. C'était bien une orange. Voilà. Parce qu'elle était en cours de validité. Elle n'était pas pourrie, ou elle n'était pas verte. Elle était juste bonne à manger. Et parce qu'elle m'amenait ce que j'avais besoin, c'est-à-dire de la vitamine C. Et lorsque je suis dans un processus d'étude qui m'amène ce triptyque-là, la foi s'installe. À partir du moment où la foi s'installe, quoi qu'il m'arrive dans mon apprentissage, c'est-à-dire des contractions, des souffrances, peu importe, quoi qu'il m'arrive, j'ai ma guidance, c'est-à-dire ma foi dans le processus. Donc j'ai mes enseignements, ma pratique, et peu importe ce que je vis, un deuil, une maladie, je ne m'égare pas de ma pratique, je ne m'égare pas de ma foi. Sans la pratique, c'est terminé. La problématique, c'est quand tout se passe au niveau de l'intellect. Ça suffit pas. C'est pas parce que je sais intellectuellement, hein, c'est ce que disait Einstein, voilà, ça passe par la pratique, la connaissance. Donc, voilà, la foi, elle est nécessaire dans ce processus de révélation, dans ce processus qui se déploie à chaque instant, parce que je plante des graines. Donc ça, c'est la connaissance. Parce que l'esprit, c'est clarté et connaissance. Donc je plante des graines et je fais en sorte, à travers ma pratique, de laisser germer ces graines et qu'elles poussent et qu'elles deviennent de beaux arbres fruitiers qui vont me nourrir. Et cela prend du temps. Parce que si vous êtes connecté à l'objectif, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Il est important de concevoir un processus non duel qui va vous mettre en paix. Et il est très long à intégrer ce processus non duel. Si j'attends quelque chose de ma pratique, je vais nourrir une contraction. Si je nourris une contraction, je ne peux pas nourrir le lâcher-prise. Si je nourris pas le lâcher-prise, forcément, je vais souffrir. Donc, personnellement, je pars du principe que la vie, l'existence, là où nous sommes, chacun, c'est un terrain de jeu, c'est un théâtre d'exploration où nous sommes à la fois, dans ce champ de la conscience, à la fois le spectateur, l'acteur, la scène, le plan, l'arrière-plan, etc. Et c'est toujours intéressant de faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est toujours intéressant d'aller visiter, d'aller explorer, d'être curieux, d'être à la fois ce chercheur et cet aventurier pour découvrir la vie. Il y a un jour sur un réseau, j'ai lu un petit dicton qui est super, qui disait « Si l'aventure vous fait peur, essayez la routine, elle est mortelle. » C'est vrai. C'est excellent. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'explorer. N'ayez pas peur de... La peur, ça fait partie des illusions. Donc, n'ayez pas peur. Vivez, au contraire, connectez-vous à la vie, soyez joyeux de vivre, quelle que soit la situation. On est tous en pleine crise, on est tous tout ça. Et c'est pas parce que je vais être joyeux que je vais être plus riche, plus aisé ou plus dans le confort. Ça fait 15 ans que je vis assis par terre en tailleur dans une salle de yoga, donc j'ai aucun confort. Et tout va bien. Voilà. Alors c'est sûr que j'ai... Pardon ? J'ai dit merci beaucoup. Ouais, ben oui. Voilà. Donc tout ça, ça se fait graduellement, ça se fait spontanément.
Et c'est surtout cet élan du cœur, voilà, à vous à chacun d'entre nous, à semer, à planter et à penser aussi aux autres. Et je pense que pour ce soir, voilà. Hein, qu'est-ce que tu en penses, Caroline? Je pense que c'est parfait. C'est bien comme ça, hein? Oui, d'ailleurs, j'ai activé l'offre de ton atelier. Ah oui. Vous pouvez profiter de l'offre en cliquant sur le petit bouton rose. Donc, vous aurez l'atelier 1 qui sera le jeudi 21 janvier à 20h30. Le thème, ça sera développer son pouvoir intérieur. L'atelier 2 qui sera le jeudi 28 janvier à 20h30. Le thème, ce sera canaliser son esprit. Et l'atelier 3 qui sera le jeudi 4 février à 20h30. Et le thème, ce sera vers le lâcher-prise et le calme intérieur. Donc, vous aurez deux versions. La version non téléchargeable et la version téléchargeable. Donc, la version non téléchargeable à 97 € et la version téléchargeable à 137 €. Donc, vous aurez un paiement en une fois ou en 3 fois, comme vous le souhaitez. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo, sur la page de vente ou dans les descriptifs sur YouTube. Eh ben, Et on avait quelques questions que j'ai relevées donc pendant que tu faisais ta conférence. Alors, je vais te les dire. Alors, la première question, c'était de Bridget, qui demandait « En quoi suis-je créateur de ma propre réalité ?» alors, alors, je vais pas refaire toute l'histoire, mais il est vrai que, alors, en quoi? Alors, pour pouvoir concevoir cela, déjà, il est bon de concevoir la notion d'ego. Alors, Bridget, si tu es toujours là avec nous, Oui, toujours là, je la vois. elle est toujours là, formidable. Donc, un coucou à Bridget. Alors, Bridget, qui a posé cette question? C'est Bridget. Oui. Non, mais là, je parle à Bridget. Là, je joue un peu. Donc, Bridget, je m'adresse à toi. Qui a posé cette question? C'est Bridget. Qui a émis une contraction parce que il y a eu une nécessité derrière de poser une question. C'est Bridget. Donc, Bridget, elle est créatrice de son espace, de sa réalité, de ses croyances, de sa connaissance, de son expérience. Et là, dans ce que Bridget a entendu, il y a quelque chose qui a fait tilt, qui a contracté. Ah, et bon, bah, je voudrais un éclaircissement là-dessus. Donc, en fait, c'est pas que tu crées l'espace de ta réalité, c'est que tu es l'espace de ta réalité. Et ce, depuis la naissance, depuis la création de l'ego. Donc, en fait, tu es dedans sans le savoir. Mais c'est parce qu'un jour, tu vas prendre conscience de cela que tu vas ouvrir la porte à ce concept de l'ego et à ce concept de non-égoïté, s'il y a des enseignements qui vont derrière, bien entendu. Donc, de libération des souffrances. Voilà. Donc, en fait, Bridget, tu es pleinement dedans et c'est toi, en tant que identité conditionnée, qui a posé cette question-là, qui a réfléchi, qui a pensé, qui s'est connecté à sa propre connaissance, à sa propre expérimentation, qui est peut-être d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est pas très important parce que c'est ta réalité. Ça te concerne et tu as le droit à la fois de poser cette question, à la fois d'être contracté ou à la fois de t'ouvrir à cela. Ça t'appartient, c'est la causalité. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ben, merci pour ta réponse, Frédéric. Alors, on a une autre question de Jamie. Oui. Puisque la colère est un désir non satisfait, dans ce cas, est-elle utile pour savoir ce qu'on désire vraiment? Merci de votre réponse. Non, dans tous les cas, la colère n'est pas utile pour savoir ce que l'on désire, parce que on ne sait pas ce que l'on désire. Si ce n'est peut-être la paix, si ce n'est peut-être le bonheur, l'amour, de vivre dans cette harmonie-là. Et encore, à condition que ce soit conscient. Si cela était conscient, à chaque instant, il n'y aurait jamais de colère. Donc en fait, c'est pas à travers la colère que cet esprit d'éveil va se réaliser. Non, au contraire. Il est bon d'abolir la colère, parce que c'est à travers le calme que je vais pouvoir me manifester, le calme intérieur. La colère, c'est le fruit de l'agitation. Donc la colère, c'est le fruit de l'agitation, de l'ignorance,
parce que en fait, je n'ai pas d'autre mécanisme que la colère pour m'exprimer, et surtout de la dualité, puisque je suis en rébellion contre l'autre, ou contre quelque chose, un système, ou peu importe. Donc en fait, c'est jamais à travers la colère. C'est bon de l'abolir, la colère. Donc d'avoir une pratique qui amène à lâcher ces afflictions mentales. Merci beaucoup, Frédéric. Après. Une autre question de Cynthia. Comment développer son intuition? Ah, comment développer son intuition? Alors, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu là. C'est déjà en allant au-delà des voiles de l'illusion. Mais après, il y a aussi des moments de grâce. Alors, dans certains systèmes philosophiques, on va t'expliquer, Cynthia, que il y a différents états de conscience. Donc, le premier, c'est l'intellect. Le premier niveau de conscience, c'est l'intellect. Donc, effectivement, l'information, l'expérience passe par l'intellect. Le deuxième, c'est l'instinct de survie, qui est lié complètement à l'ego, au moi. Et le troisième état de conscience, c'est l'intuition. Et il y a un chapeau par-dessus tout ça, qui est le supraconscient. Donc là, bon, ça c'est un autre état. Donc il est bon, effectivement, de nourrir cette connaissance pour châter l'ego et aller directement développer cette intuition. Alors cette intuition, il y a ce qu'on appelle des moments de grâce où elle se manifeste. Elle se manifeste, vous allez pouvoir peut-être vous en apercevoir à travers des synchronicités. Voilà, vous allez penser à quelqu'un et là, tac, le téléphone sonne, c'est cette personne, ou je sais pas moi, des choses comme ça. Ou alors vous marchez sur un trottoir et puis, je sais pas pourquoi, vous faites un pas à gauche et là, il y a un pot de fleurs qui tombe là où vous étiez 2 mètres avant. Voilà, des exemples. Il faut éviter le pot de fleurs, c'est toujours bien. Oui. Et voilà, mais parce qu'il y a eu cette connexion à un moment donné où vous n'étiez pas dans le contrôle, il y a eu cette connexion à quelque chose, à cette lumière, voilà, cette petite faille là dans cet ego, et ça s'est manifesté. Alors bien entendu, ça peut se développer, mais en lâchant les voiles de l'illusion de l'ego, bien entendu. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. Alors, une autre question de Fabienne. Avoir un regard honnête sur nos réactions, se demander avec honnêteté qui parle en nous, l'ego ou le cœur? Alors, il est vrai que c'est Fabienne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, Fabienne. Donc, ce qui est important, Fabienne, tu as tout à fait raison, donc c'est ce concept de vérité envers soi-même. C'est très important d'avoir un regard, de se regarder, on va dire, quand on est dans cette quête de l'ego, de se regarder avec une vérité profonde, une sincérité profonde. Et c'est parce que je vais avoir cette observation sur moi-même que je vais pouvoir savoir si mes actions, elles sont le fruit d'un ego, avec une attente de quelque chose derrière, ou alors c'est un élan du cœur, et là, je donne sans rien attendre. Alors, on n'atteint pas, alors les notions d'altruisme, après, on pourrait y revenir, mais effectivement, c'est en ayant ce regard vrai sur soi, cette étude approfondie, que je vais pouvoir faire la différence si là, mon action, elle a été faite par l'ego ou si elle a été faite par l'élan du cœur. Hein? Donc, ça se fait au fur et à mesure. Ça, il n'y a que toi, dans ta vérité profonde, Fabienne, qui va pouvoir étudier cela, ou alors un observateur neutre extérieur un enseignant par exemple, qui va te dire, bah là Fabienne, tu vois, t'as interagi comme ça, quelle est la source, quelle est la cause de ton action, et est-ce que tu sens que là, pour telle et telle raison, c'est une action de cœur ou une action de l'ego, etc., etc. Donc, parce que tu vas être guidé dans tout ça, mais sinon, si tu es en cavalier solitaire, c'est à toi d'introspecter, d'observer, et après d'avoir cette vérité, cette neutralité, pour que tu puisses vraiment, dans ce toucher subtil, faire la différence entre les deux. Voilà, merci Frédéric. Alors, une autre question de Marie. Oui. Comment avoir des pensées positives de façon continuelle? Pour ma part, des pensées négatives s'immiscent dans mon esprit, même si je suis joyeuse. Voilà, donc, le prénom c'est Gaël?
Non, Marie. Ah, Marie, pardon, Marie. Alors, Marie. C'est encore, comment dire, lorsqu'il y a ces pensées négatives qui arrivent, alors, elles sont pas là par hasard. Tout d'abord parce que ce que tu expérimentes dans le ici et maintenant fait écho à des empreintes qui sont incrustées et qui n'ont pas été encore comblées. Donc, avec un peu plus tu verras, de temps, de maturité dans la pratique, et là, c'est pour ça que la méditation, c'est très important, tu verras qu'elles vont se combler. Alors, elles vont se combler aussi, il y a aussi peut-être des actions à poser pour combler ces empreintes négatives suivant la nature de ces empreintes négatives. Donc, peut-être le pardon ou autre chose, voilà, ça va être nécessaire pour aller combler ça. Donc, il y aura peut-être des actions de ta part à mettre en place qui se présenteront à un moment donné. Hein, c'est pas parce que tu vas bosser maintenant sur le pardon, par exemple, que ça va se manifester. Non, il y a un moment qui va se manifester pour cela. Bref. Et donc, effectivement, il y a ces empreintes qui vont se manifester et des pensées négatives qui vont arriver. Il y a aussi, ça c'est une explication, il y a aussi la nature de ton ego. C'est une autre explication, donc qui va être le reflet de ce qui est en face de toi et qui va venir se manifester et donc nourrir des pensées négatives. Et il y a aussi peut-être le manque de concentration et de pratique sur ce qui est vertueux. Donc voilà, donc il peut y avoir tout un champ, un lexique de possibilités. En tout cas, si tu es joyeuse, bah ça c'est une belle nouvelle. Eh ben, nourris ce côté-là, concentre-toi sur ce côté-là. Et lorsqu'il y a des pensées négatives, je t'invite à les accueillir pleinement avec le cœur en disant bon ben voilà, j'en suis là, c'est super. Et ça me montre justement le fait d'accueillir mes contractions, ça me montre le processus à suivre pour aller vers la lumière. Donc tout va bien. Merci Frédéric. Alors j'ai une dernière question de Bridget qui demande y a-t-il un but à cette expérience humaine? Bridget, ça rejoint ta première question, je dirais. C'est l'espace de ta réalité, c'est ton système de croyance. Est-ce qu'il y a un but à vivre? Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Peut-être avons-nous une responsabilité. Peut-être que le but ultime, c'est la responsabilité de notre espèce, de notre planète. Peut-être que si je montre l'exemple, d'autres vont le suivre, et c'est peut-être ça ma responsabilité. Parce que si j'ai un but unique rien que pour moi, je suis purement dans mon ego et dans mon orgueil et dans mon égoïsme. Alors, est-ce que mon ego a un but à vivre? Alors là, c'est une bonne question. Donc, je vais sortir le lexique qu'on me donne quand je suis tout petit, et on te dit, voilà, plus tard, il te faut une maison, un travail, des enfants, un chien ou un chat, une voiture rouge ou bleue, voilà, des affaires à la mode, enfin bref. Et si j'ai pas tout ça, j'ai loupé ma vie. Vous voyez que là, on est dans des bassesses très grossières de l'existence et dans un ego total. Voilà, donc je pense sincèrement, et ça c'est l'espace de ma réalité, c'est mon avis personnel, que j'ai une responsabilité en tant qu'humain à apprendre et à concevoir quelque chose de positif, de beau, à la fois pour mes enfants, mes petits-enfants, mais tous les enfants de la planète, les adultes, etc., parce que on est tous là interdépendants. Donc, si je commence à faire ce que je veux quand je veux, que je n'ai de respect pour personne, forcément, ça va être compliqué d'avoir une vie harmonieuse. Et forcément, si tout le monde faisait ça, les 7 milliards ou je sais pas combien nous sommes sur la planète, bon, on va finir par tous s'entretuer. Donc, je vois pas cela en termes de but. Je le vois cela parce que après, il y a des concepts autres, mais je vois cela en termes plutôt de responsabilité. Et voilà, de l'amour, c'est notre engrais vibratoire. C'est l'engrais vibratoire de la nature, c'est le mot qu'on a donné, en tout cas le mot amour. Et à partir de là, j'essaye, avec humilité, avec mes petits moyens, de tendre vers cela,
pour pouvoir justement l'enseigner et en faire profiter les voisins. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Il y a Marika d'ailleurs qui dit merci pour vos propos et vos réponses. Ah, ben merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question pour conclure ta conférence. Avec plaisir. Donc, Laurette, bonsoir. L'ego se densifie-t-il avec le temps? À quelqu'un de plus âgé, lui faudra plus de temps dans la pratique. Alors, seul l'humain a conçu cette notion de temps. Voilà. C'est Laurette, hein, c'est ça. Oui, Laurette, pardon. Oui, Laurette. Tu t'endors. J'étais en train de vérifier si c'était bien son prénom, je redescendais. Voilà, donc Laurette, voilà, il n'y a que l'humain qui a imaginé cette notion de temps. Et alors, si la personne ne rentre jamais dans cette introspection et ne s'ouvre pas à cet espace du cœur, le fameux dicton dire que la sagesse s'acquiert avec la vieillesse, etc., c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors c'est sûr que en termes d'expérimentation de la vie, il aura peut-être une certaine connaissance, mais il n'aura la connaissance que de l'espace de sa réalité. Donc notre connaissance, notre intellect, c'est très limité. Pendant que nous parlons ici, on ne sait pas ce qui se passe à 1 kilomètre. Alors imaginez sur la totalité de l'univers, nous sommes complètement ignorants. Donc il y a beaucoup plus de choses que l'on ne sait pas que de choses que l'on sait. Alors je vais développer cette notion de « je sais que je ne sais pas ». Et là, je vais déjà dissoudre l'ego. Donc ça me rend joyeux de pas savoir au final. Hein. Et donc, à partir de là, il n'y a pas d'âge pour commencer cette introspection. Et effectivement, moi j'ai des élèves qui ont 70 ans et qui s'éclatent et qui refont le bilan de leur vie et qui se disent oh là là, mais si j'avais su ça avant. Et c'est juste extraordinaire parce qu'il est jamais trop tard puisque de toute façon tout ça se transmet, c'est que de l'énergie positive et cette énergie positive de la conscience elle se transmet. Voilà, donc même si le corps physique il s'éteint, l'énergie elle continue. Donc à partir de là, c'est juste extraordinaire. Maintenant, ça demande de s'impliquer, ça demande de rentrer dans cette introspection et effectivement d'aller vers la non-égoïté pour pouvoir justement se libérer des souffrances et transmettre cela. Donc, c'est pas une question d'âge, Laurette, c'est pas, mais il est vrai que une personne qui ne fait jamais cela, qui n'a jamais fait ça de sa vie, elle va durcir son esprit en vieillissant, sauf si elle a déjà des qualités à la base, bien sûr, mais elle va durcir son esprit puisque quand on va un peu vers les neurosciences, maintenant voilà, ça aussi c'est prouvé scientifiquement, la souplesse neuronale, donc la souplesse des neurones, la souplesse de cette conception de l'esprit, qui fait que on va pouvoir s'adapter, modifier, modeler ses perceptions, ses croyances, ses visions, et à partir de là, aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Donc, certains ont appelé ça, bon, ça me dérange un peu de dire ça, mais cette fameuse loi d'attraction, voilà, donc je suis ce que je pense, et à partir de là, bon ben voilà, si je veux être dans cet éveil, à moi de le concevoir et d'œuvrer pour cela. Mais c'est pas, il y a pas d'âge pour ça. Merci Frédéric. Alors il y a Cynthia qui dit c'était passionnant. Frédéric, merci pour votre sagesse. Monique, merci pour toutes ces explications très claires. Merci. Béatrice, très intéressant. Je réécouterai le replay pour bien intégrer et surtout ressentir. Merci. D'ailleurs, le replay il sera disponible d'ici 24 à 48 heures maximum. Jamie, merci pour votre présence apaisante. Micheline, merci beaucoup Frédéric, super, il nous suffit à chacun de faire notre mission de vie pour évoluer dans la plénitude et l'ouverture du cœur. Voilà. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci à toi Frédéric et merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et puis on se retrouve du coup le jeudi 21 janvier à 20h30. Absolument, on sera là. Exactement, on vous souhaite à tous une très bonne soirée, merci.